Alors, avant d'entrer en matière, aujourd'hui, je vais me présenter. Je m'appelle Anne de Villepin, c'est mon nom d'usage. Le nom complet, en fait, c'est Anne Galouzeau de Villepin. C'est le même patronyme que Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Et je dois reconnaître que cette promotion familiale a été souvent très dure à vivre, dans la mesure où j'étais celle qui avait, en 2006, inventé le contrat première embauche qui a déclenché autant de grèves. Là, je n'y étais malheureusement pour rien. Et puis déjà en 1981, j'avais été accueillie dans mon service de psychiatrie au son du Ça ira, les aristos, à la lanterne. Donc c'est assez lourd à porter au quotidien et ça vous empêche quelque part d'être vous-même. Bon, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire, on apprend à faire avec. Et nous sommes effectivement nés tous les deux à quelques mois d'intervalle au Maroc, mais nos liens familiaux sont très éloignés. Et je dois dire que je ne me suis jamais autorisée à faire intervenir mes liens politiques dans quelque affaire que ce soit, par honnêteté. Alors maintenant, pour vous raconter un petit peu ma carrière, je suis médecin depuis déjà fort longtemps, puisque j'ai commencé mes études de médecine à 17 ans, à Clermont-Ferrand. Et puis j'ai commencé mon internat en médecine, essentiellement en neurologie et psychiatrie. Et je suis arrivée à Montpellier dans les années 83, d'abord au service de pathologie expérimentale du professeur Pierre Passouan, où j'étais plutôt sur le versant unité des troubles du sommeil. Et j'y ai travaillé quand même une quinzaine d'années, avant de me réorienter plus tard vers tout ce qui relevait de l'expertise neurophysiologique des tout-petits. Au début, c'était plutôt la mort subite, et puis ultérieurement, quand j'ai repris le travail pour devenir praticien hospitalier, après une parenthèse que j'avais trouvée intéressante pour préserver ma vie familiale avec mes enfants, j'ai donc développé l'expertise de l'évaluation neurologique des enfants en grand risque neurologique à la naissance. Et là, c'est vrai que j'ai été stupéfaite de voir à quel point les perceptions et les outils diagnostiques nous amenaient dans des jugements extrêmement différents selon leur emploi. Et notamment chez les tout petits qui faisaient des crises d'épilepsie, je voyais que beaucoup de médecins pouvaient penser que c'était des crises, alors qu'en fait, sur les enregistrements que je faisais, il n'y avait pas de crise. Et à l'inverse, des enfants qui pouvaient présenter des anomalies et des décharges sur les électroencéphalogrammes, qui montraient qu'il y avait d'importantes crises que les cliniciens ne percevaient pas parce que l'enfant était complètement catatonique. Et là, effectivement, ma réflexion s'est poursuivie sur le fait qu'il fallait choisir le bon outil diagnostique pour arriver à dépasser les limites de nos perceptions. Donc ça, c'était sur le plan de la formation scientifique, ça a été très enrichissant. Et puis, donc j'ai été à ce titre d'ailleurs trésorière de la Société de neurophysiologie clinique de langue française. Et puis bon, maintenant je n'y suis plus. Et devant la lourdeur psychologique de ce poste, avec énormément de détresse, de parents devant des enfants qui pouvaient mourir dans des conditions très compliquées, j'ai fini par choisir une autre voie et me réorienter en psychiatrie. Et avec bien sûr la formation psychanalytique qui va avec, je suis devenue pédopsychiatre et j'exerce maintenant dans un établissement pour enfants présentant des troubles du comportement. Ce qui est une autre façon de voir les difficultés, mais je dois reconnaître qu'à l'heure actuelle, après avoir vécu toute la lente dégradation du système hospitalier, je commence à voir apparaître également celle des établissements médico-sociaux. Et je dois dire que là, la coupe est un peu pleine et c'est très difficile de poursuivre dans ces conditions. Mais cette formation double me permet d'avoir une approche à la fois critique de ce que je peux vivre, puisque je suis habituée à l'introspection. Ça me permet de comprendre, d'aller rechercher les bons outils diagnostiques pour trouver les preuves, et puis avoir surtout une vision d'ensemble qui me permette de reconstituer l'intégralité d'un dossier et de mettre du lien entre les différents points des dossiers. Et ça, c'est vrai que c'est une chance, c'est pas forcément facile à faire,
de reconstituer des puzzles. C'est vrai que dans mon enfance, j'adorais faire des puzzles, mais là, ce que j'ai vécu, c'est vraiment un puzzle d'une grande complexité, à tel point que j'ai du mal à faire passer les messages à mes avocats, parce que c'est complexe pour eux, il faudrait que tout soit simple, et là, dans ce domaine-là, c'est difficile de rendre les choses très simples. Donc, je vais vous proposer dans les vidéos suivantes ce qui va s'appeler un savoir expérientiel, donc un témoignage d'expérience que j'ai vécu, mais toujours avec le regard critique du scientifique qui sait rechercher et valider une preuve, et en même temps les aspects psychologiques pour dépister derrière les apparences la réalité des faits, et notamment les liens entre les gens qui peuvent agir par délégation pour avoir des actions indirectes et jouer aux faux ennemis pour arriver effectivement à faire croire à d'autres des positions qui ne sont pas du tout les leurs. Et ça, c'est toute l'étude psychiatrique et psychanalytique de la perversion qui m'a permis de comprendre davantage les choses. Et pour résumer tout ceci, j'ai commencé à écrire un mode d'emploi de la justice où à chaque fois, je mets une page de description des faits, puis je commente avec le coin du psy, le coin du scientifique, et puis parfois des aspects plus techniques ou juridiques, mais ce n'est pas vraiment mon domaine de priorité. Donc c'est à cette grande aventure que je vous propose maintenant de participer. À bientôt.